Monsieur le Président, Madame la Directrice, chère Chloé, Mesdames et Messieurs, je suis ravie et honorée de recevoir le SIAM et ce magnifique projet au Palais d'Iéna, au siège du Conseil économique et social. Je trouve que ce projet s'inscrit parfaitement dans ce qui est défendu ici, à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. La question des partenariats entre les associations et le secteur de l'entreprise, les alliances avec le secteur public, tout ça est ce qui nous occupe au quotidien, c'est comment on peut mieux faire marcher la machine. Et j'avoue que ce projet, depuis le début, est particulièrement enthousiasmant. Comme tout ce que fait le SIAM, c'est mené avec opiniâtreté, conviction, passion, et c'est vraiment quelque chose dans lequel je me retrouve parfaitement. Toutes ces questions de culture et de transition écologique aujourd'hui nous forcent à remettre totalement en question nos pratiques. Et il est extrêmement difficile de le faire tout seul, tout simplement, parce qu'on est toujours le nez dans le guidon, qu'on n'a pas forcément la créativité pour imaginer autre chose, même si on s'y efforce énormément. Mais le fait de pouvoir le faire avec d'autres qui ont un autre type de regard, cette fois pas artistique, pas forcément gestionnaire, mais plus scientifique, est extrêmement important. On a besoin aujourd'hui de travailler avec les entreprises, de travailler avec l'université. Les questions, effectivement, de sciences et société sont ici des choses qui nous occupent aussi énormément. Et j'avoue que vous faites la synthèse avec ce projet parfaitement. Votre partenariat avec Capgemini et ses ingénieurs particulièrement ingénieux au quotidien est vraiment quelque chose qui va, j'espère, permettre non seulement au SIAM, mais à l'ensemble du secteur de pouvoir progresser dans ces questions de transition écologique. Le ministère lui-même a beaucoup avancé sur la question, hein. Même les associations ont travaillé. J'en profite pour saluer Monsieur Jérôme Poulain, qui est venu aussi travailler avec nous sur ce sujet il y a déjà quelques mois. Vraiment, c'est des choses qui, à la fois, peuvent paraître non prises en compte, et pourtant, beaucoup de choses avancent à bas bruit, mais le fait que vous alliez formaliser quelque chose de vraiment structuré, quelque chose de vraiment mesuré scientifiquement, est vraiment important pour tout le monde. Et j'espère que ça servira aussi d'exemple. Votre organisation servira d'exemple à beaucoup d'acteurs de notre écosystème. Je voudrais terminer comme je l'ai promis, par une petite phrase de Victor Hugo, qui est très encourageante, je trouve. « Les opiniâtres sont les sublimes, puisque tous les secrets des grands cœurs se trouvent presque tous dans ce mot, perseverando. La persévérance est au courage, ce que la roue est au levier, c'est le renouvellement perpétuel de son point d'appui. » Voilà. Et donc, Chloé, je trouve que cette phrase s'applique parfaitement à tous les projets que vous menez, Monsieur le Président, Chloé, au SIAM. Et je voudrais vous en remercier au nom de toute la COFAC et tout le CESE. Merci beaucoup pour ces mots. Effectivement, ça y est, on y est. Tout le monde n'est pas sans savoir que ce projet a été une longue réflexion et une intense, en tout cas une intense recherche de collaboration, et on est très content d'y être. Voilà, c'était pas gagné. Une petite association de province, comme on pourrait parfois résumer le SIAM, avec l'un des plus grands groupes du territoire, enfin de français, européen, mondial sur la question de l'ingénierie. C'était pas gagné sur le papier, et pourtant voilà, on y est. Et je crois que cette alliance va drôlement nous surprendre. Et c'est le début d'une aventure que je suis très heureuse de pouvoir ouvrir ce soir ici avec vous. Et j'espère qu'on vous embarquera sur ce chemin. Alors pourquoi on est là? Parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore la mesure globale du projet. On est là pour une question
assez simple. Il se trouve que l'ensemble des chapiteaux, tentes et structures sont en grande majorité aujourd'hui chauffés au fioul. C'est-à-dire ces structures qui nous permettent d'amener la culture dans les territoires. Ces structures circassiennes, évidemment, c'était la problématique, c'était notre problématique du CIAM, du Centre international des arts en mouvement au départ. Et puis en creusant, on s'est rendu compte que cette problématique était plus large. D'abord, pour vous donner une échelle, quand on chauffe au fioul, on chauffe évidemment une grande structure, une grande tente, une quechua géante qu'on chauffe avec un chauffage au fioul. Et donc, l'impact carbone de ce chauffage est extrêmement important. C'est aujourd'hui le seul moyen en itinérance de chauffer ces structures. Donc, soit on les abandonne complètement, soit on les chauffe au fioul. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution quand on est dans l'itinérance. Pourquoi on ne les abandonne pas? C'était notre deuxième question. Une fois qu'on s'est dit qu'on ne pouvait plus chauffer au fioul les structures pour de multiples raisons, des raisons réglementaires, mais des raisons aussi simplement d'impact environnemental. On ne les abandonne pas. Pourquoi? Parce que les chapiteaux ont la capacité d'implanter sur les territoires au plus près des gens des salles de spectacle qui ne vont être utilisées, qui ne vont avoir un impact uniquement pendant leur temps d'utilisation. Elles vont étanchéifier le sol uniquement le temps du spectacle ou de l'événement ou du salon ou de toute action qui a lieu à l'intérieur. Et puis ensuite, elles vont se replier et repartir, laisser le sol sur lequel elles étaient installées libre d'absorber l'eau, de régénérer la biodiversité. Et puis elles ne vont être chauffées que pendant leur temps d'utilisation. Et par ailleurs, ce sont aussi des outils de création fabuleux que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas les œuvres sous chapiteaux. Il y a un vocabulaire qui se génère à partir de ces boîtes, de ces structures où on adapte le contenant au contenu, qui crée une grande possibilité de création. Donc les abandonner, ça n'était pas, pour nous, ça n'était pas souhaitable. C'était la fausse bonne solution. La problématique, elle vient au départ d'un enjeu du CIAM, au Centre international des arts en mouvement. Il y a donc 5 chapiteaux qui sont implantés et qui sont chauffés au fioul aujourd'hui, et pour lesquels, évidemment, l'impact économique aussi est important. Mais en creusant cette problématique, on s'est rendu compte que c'était évidemment le cirque, mais la culture en général. On voit que dès qu'on fait des travaux dans une salle de spectacle, on implante à côté une salle éphémère pour pouvoir continuer son activité. Et puis, évidemment, il y a nos camarades de l'événementiel qui déploient en permanence des tentes et des centaines de milliers de mètres carrés de tentes pour organiser des événements. La mode, enfin, le marché potentiel de cette solution est assez énorme, et c'est aussi pour ça que ça nous a semblé intéressant de le présenter dans un cadre qui nous dépassait, nous. On a donc présenté ce projet à un appel à projet qui s'appelle donc Alternatives vertes dans les industries culturelles et créatives, sur lesquelles nos partenaires reviendront par la suite. Ce projet s'appelle donc Vers un éphémère durable. C'est une collaboration innovante pour la décarbonation du chauffage des structures itinérantes. C'est un projet qu'on a porté en 2021 à travers un partenariat étonnant. C'est un projet innovant à 2 aspects. D'abord parce que soulignait Marie-Claire Martel tout à l'heure, cette association étonnante, en tout cas improbable parfois, entre nos 2 structures. Et puis un modèle assez particulier, puisque notre collaboration avec Capgemini est à la fois sur certains aspects, sur certains enjeux d'ingénierie, sur du partenariat, et sur certains autres enjeux, sur du mécénat de compétences. Et c'est cette double possibilité qui a permis à une structure aussi petite que la nôtre de porter ce projet conséquent, parce que grâce à l'apport en mécénat
de compétences de Capgemini, nous pouvions absorber une partie de la part de cofinancement qui était nécessaire à présenter cet appel à projet. Et donc, ce projet a été lauréat à la fin de l'année 2021. Et suite à des petits aléas de mise en place, nous voilà donc aujourd'hui réunis, début 2024, sur une année olympique pour engager ce projet. Les objectifs de ce projet, donc, quand on a dessiné ce projet, on avait à cœur d'imaginer quelque chose qui allait à la fois rêver et en même temps être profondément ancré dans le temps présent. C'est ce qui nous semblait très important, d'inventer l'avenir, mais de ne pas sauter le court terme pour se dire qu'on allait inventer des solutions fantastiques qui viendraient plus tard, mais qu'aujourd'hui on ne les avait pas encore, et que ne pas s'échapper de ce volet-là. Donc les grands objectifs, d'abord, c'est d'avoir un impact à court terme, puisque nos homologues ont aujourd'hui des chapiteaux chauffés au fioul et que c'est notre quotidien aux uns et aux autres, et que tout le monde ne va pas pouvoir, demain matin, jeter ses chauffages au fioul et changer complètement son système de chauffage. Donc le premier impact qu'on cherche avec ce projet, c'est déjà à production de chaleur équivalente, comment on diminue la consommation de fioul pour chauffer ces structures-là. Ça peut être de changer la répartition de chaleur à l'intérieur de la structure. Ça peut être de réfléchir à des cas d'usage, puisqu'évidemment, ça n'est pas la même chose quand on est dans un salon et que donc on a des corps en mouvement dans un espace vide que quand on est dans un spectacle où on a des corps immobiles qu'on peut éventuellement doter chacun d'une source de chaleur individuelle qui rendront à la sortie. C'est ce que les cirques traditionnels faisaient il y a fort longtemps. Vous pouviez acheter votre place soit au tarif normal, soit au tarif avec une petite brique chauffée sur laquelle vous pouviez poser vos pieds. Et donc, c'est aussi ce volet-là qui nous intéresse dans ce projet, c'est que sur cette première phase, on va aller chercher tout ce qui a été fait, enfin un maximum de ce qui a été fait de façon empirique. Parce qu'on ne va pas tout réinventer. On a une communauté qui est très riche de tentatives de toutes sortes, toutes parfois plus improbables les unes que les autres. Et donc cette première phase, enfin, ce premier impact, il est aussi de fédérer l'écosystème pour aller chercher ce qui a pu être fait. Je vous le disais, dans le cirque contemporain, avec les compagnies d'aujourd'hui, mais aussi dans le cirque traditionnel, qui depuis des dizaines d'années, paye, lui, son fuel sur son propre modèle économique, n'est pas accompagné là-dessus, et donc a développé beaucoup d'expériences pour réduire sa consommation de fuel. Et puis sur l'événementiel, où il y a eu aussi beaucoup de tentatives qui n'ont pas toujours été réussies, mais justement, dans ces échecs-là, on va aussi se nourrir de ces échecs pour pouvoir faire avancer la réflexion. À court terme, on va aussi tenter de modéliser, on va modéliser, enfin, ils vont modéliser plus exactement, puisque nous, c'est moins notre métier, mais c'est justement, autant chez nous, aller chercher les circassiens, on va pouvoir le faire et essayer de les faire parler, en tout cas qu'ils acceptent de partager leurs expériences. Autant sur le volet de modélisation, c'est là que le duo fonctionne bien. Donc, ils vont modéliser les flux de chaleur et puis on va ensemble essayer de juger de ces différentes stratégies, enfin en tout cas de ces différentes expérimentations. Donc voilà, la première chose, c'est qu'à court terme, il faut qu'on trouve des solutions pour permettre à nos camarades et à nous-mêmes de baisser nos consommations de fuel sans changer nos chauffages. La deuxième chose, c'est d'avoir un impact à moyen terme. Une fois qu'on a dit ça, certains vont pouvoir changer leur génération de chaleur. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qui nous semble le plus... toujours pareil, qu'est-ce qui leur semble le plus intéressant, tout en gardant en tête, et ça c'est notre rôle en revanche, d'en permanence ramener sur l'idée que c'est itinérant. Donc toutes les bonnes solutions qui sont très difficiles à déplacer ou pour lesquelles le carburant, quel qu'il soit, est difficile à approvisionner, seront challengées pour avoir un bilan carbone global intéressant. Et on se donne le droit d'avoir plusieurs solutions, de pouvoir les mixer, d'essayer différentes choses, en gardant en tête de prototyper quelque chose qui soit industrialisable à court terme.
c'est toujours pareil, cette idée, c'est intéressant de rêver, mais là, on a un problème qu'il faut qu'on attaque rapidement. Donc on a ce besoin-là de moyen terme. Et le troisième objectif du projet, qui est quand même à long terme, parce qu'après tout, on a quand même le droit de rêver, c'est de réfléchir à des solutions qui viennent être plus disruptives. Voilà, c'est là où on va se lâcher plus largement. On va avoir des solutions qui seront peut-être financièrement moins abordables, puisque la question, évidemment, à moyen terme, c'est aussi que l'écosystème puisse s'équiper. Et ça fait partie, dans les dialogues, justement, avec nos partenaires, d'un sujet où, voilà, ils ont parfois des habitudes à être plus dans le spatial, dans l'aéronautique, dans l'industrie. Nous n'avons pas les mêmes moyens. Et donc, nous allons ensemble être malins pour trouver des solutions qui correspondent aux échelles budgétaires de notre secteur. Et puis, on se donnera aussi le droit d'aller chercher des évolutions sur les architectures de ces lieux, sur les matériaux, sur voilà, différentes propositions, sachant qu'on sait qu'il y a un impact en termes de réglementation qui est très lourd, parce que ces chapiteaux ne sont pas des bâtiments et que donc ils ont une réglementation très spécifique pour leur sécurité. Et que donc ce fait de rêver risque d'être freiné par tout un tas de sujets réglementaires, d'où l'idée d'implanter des choses concrètes au préalable et de se laisser le droit et le temps de faire évoluer tout ça. Un petit mot sur pourquoi nous, parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le SIAM, et j'espère que ce pourcentage va évoluer suite à cette soirée et puis suite à d'autres rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus à Aix-en-Provence. Donc le SIAM, c'est un lieu qui œuvre à recréer du lien entre la culture et la société. C'est un endroit où on ne se satisfait pas du fait que 85% des gens aujourd'hui en France ne fréquentent pas les lieux de culture. Je pense qu'on est nombreux dans cette salle à ne pas se satisfaire de cette statistique. Et donc, à travers les arts du cirque, on essaye de recréer du lien, de permettre à des gens qui ne s'autorisent plus à fréquenter ces lieux-là de retrouver le chemin des lieux culturels. Et ça passe par le lien avec l'ensemble de la société. On a 4 grands axes de travail. On enseigne le cirque, on fait de l'innovation et de la recherche, on est en plein dedans. On travaille aussi autour de la diffusion de spectacles et on accueille des artistes en résidence qui viennent travailler leur futur spectacle. Et donc, dans ce panel-là, on tente d'accueillir la totalité de la société. Vous pouvez, en venant au SIAM, croiser à la fois des chefs d'entreprise qui sont en train de travailler des programmes de ressources humaines à travers les arts du cirque, autant que des enfants autistes qui travaillent avec le cirque, leur rapport à l'autre et leur rapport à l'environnement. On se glisse partout et le cirque a cette facilité qu'il parle à tout le monde, puisque tout le monde est un jour allé au cirque, contrairement au théâtre et à la danse qui sont encore porteurs de préjugés, de « ce n'est pas pour moi », de « c'est trop compliqué », etc. Le cirque, on a cet avantage que tout le monde se dit c'est suffisamment simple, et d'ailleurs c'est aussi un inconvénient par ailleurs, parce qu'on reste avec une image forte de saltimbanque, parfois de manque de sérieux. Or le cirque est un endroit où au contraire l'exigence est très forte puisque le risque est très grand et c'est forcément associé. Mais c'est une ligne artistique qui permet de fédérer très fort autour de cette discipline. Et par ce biais-là, le SIAM, puisqu'il s'intéresse à l'ensemble des enjeux de la société, a forcément pris à bras-le-corps la question environnementale et sa transition selon plusieurs aspects. Aujourd'hui, on peut dire que le SIAM, c'est un des premiers lieux à investir grâce à cet appel à projet et à d'autres, un peu plus d'1,5 million d'euros dans la transition écologique du secteur culturel. On fait partie de la Convention des entreprises pour le climat dans la session Nouveaux imaginaires, donc on va s'engager auprès
d'entreprises, on va se challenger pour mieux comprendre cette problématique et essayer de trouver des solutions pour avoir une trajectoire régénérative à notre échelle également, voir comment on peut transformer, accompagner cette transformation d'imaginaire pour rêver d'un monde plus durable. Et puis, on porte des projets également autour de la médiation autour de ces problématiques-là. Il y a aujourd'hui 50 000 personnes qui passent au SIAM chaque année. Ce sont autant de petits pots pour mettre des graines d'un changement de comportement, tant sur les économies d'eau, qui est un gros sujet dans notre région, que sur leur réemploi, que sur ces problématiques plus larges et plus pointues. Mais voilà, le SIAM fera sa part dans cette transition écologique et ce projet fait partie, n'est pas uniquement une seule ligne, c'est pour nous, ça fait partie d'un tout, d'où l'idée d'agréger sous cet éphémère durable un certain nombre d'enjeux et de projets portés en ce moment. Alors tout ça, on le disait, on ne le fait pas tout seul. Et ça naît de ces rencontres. Quand on dit qu'on recrée du lien entre la culture et la société, c'est aussi qu'on s'autorise à aller en entreprise, à être curieux de ce que fait le monde économique autour de nous. Et dans ces échanges et dans l'ensemble de ces projets, on rencontre des gens étonnants, des compétences certaines, et c'est comme ça qu'est né ce projet. Il est né, pour tout vous dire, au tout début, à la sortie d'un spectacle qu'on a fait dans un village au fin fond de la métropole Aix-Marseille, à l'issue duquel quelqu'un est venu nous voir et en disant voilà, moi je suis consultant dans un groupe qui s'appelle Altran, et ils ont une super politique de mécénat. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec vous, je ne sais pas comment, mais voilà, quand je vois la présentation que vous avez faite du projet, je pense qu'il y a des atomes crochus à avoir. On a commencé à collaborer sur différents sujets, ça date de plusieurs années. On a travaillé ensemble sur l'impact du port du masque sur les artistes de cirque pendant le Covid. On a travaillé sur la topologie du terrain et des UX designers qui ont étudié tout cela. On a travaillé sur des aquariums pour accueillir des jongleurs au fond de ces aquariums qui voulaient faire du jonglage à l'envers et qui ne savaient pas construire cet aquarium. Et donc, quand cet appel à projet s'est présenté, on s'est dit, voilà, on se connaît, on parle des langues très différentes, mais on a cette capacité de traduction. Et donc, chiche, on y va ensemble. Et c'est comme ça qu'on accueille nos partenaires d'aujourd'hui Capgemini Engineering, anciennement Altran, et qui embarquent dans cette aventure. Peut-être, Jean-Baptiste, voilà, on va faire la suite de cette présentation à deux, puisque ce projet est donc l'association de nos différentes compétences, de notre diversité. J'espère que par ailleurs, ça nous permettra de faire que 340 000 personnes de plus viendront dans les lieux culturels et que ce sera aussi un des enjeux de ce projet. Mais peut-être nous donner la vision de ton côté ? Avec joie, avec plaisir. Merci beaucoup Chloé, merci au Conseil de nous accueillir dans ce si bel endroit. Je pense que l'idée de ce regard complémentaire, c'est de revenir sur cet apparent oxymore qui nous fascine d'éphémère durable et qui est, je pense, martelé avec l'écart de taille de nos structures respectives. 15 salariés pour une association pour laquelle on a le droit de faire du mécénat, contrairement au pouvoir public, et un groupe de 400 000 personnes dans le monde. 40 000 personnes en France et Capgemini Engineering, grâce à qui ce partenariat se fait aujourd'hui, c'est 12 000 ingénieurs et scientifiques qui concrètement participent à la vocation première de leur métier, c'est-à-dire utiliser de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie, de la R&D pour pouvoir très concrètement aider des projets dans le quotidien. Et parvenir à libérer tout le potentiel de durabilité qu'on peut imaginer au projet concret grâce à la technologie. C'est le fait de rencontre, c'est aussi le fait de conviction citoyenne et individuelle. Je pense qu'on est ce soir représentant
amoureux, représentants de nos institutions respectives, mais amoureux du secteur de la culture. J'ai une anecdote, moi, très particulière sur laquelle se posent ces convictions. Certains d'entre vous ont dû faire des fresques du climat. Peut-être que certains d'entre vous ont même fait des ateliers d'automne. Donc, les ateliers d'automne, c'est réfléchir à notre propre contribution citoyenne sur le poids de nos activités individuelles au service de la décarbonation, de la trajectoire d'1,5 degré. Et à titre personnel, mon deuxième plus gros poste de consommation de CO2, c'était les activités culturelles derrière l'avion. Et ça m'a beaucoup surpris de voir les activités culturelles si haut représentées dans la consommation de carbone. Et ça m'a aussi interpellé parce qu'après le Covid, après des temps de crise où on s'est interrogé sur le caractère fondamental de la culture dans nos vies, je pense que c'est notre souhait collectif que de pouvoir faire en sorte que ce secteur décroisse en matière de consommation effective et participe effectivement à un monde où on peut être fier d'être spectateur des spectacles culturels et de faire en sorte que, bien sûr, au-delà du poids des déplacements des artistes associés à chaque événement, aux concerts, les circassiens, etc., on puisse effectivement participer à la décarbonation du secteur dans son ensemble et faire en sorte que des solutions très concrètes soient trouvées. C'est du coup le rôle qu'on s'est donné, nous, Capgemini Engineering, dans cette trajectoire, avoir une approche à la fois très pragmatique et en même temps une approche ambitieuse sur le long terme et réfléchir à comment est-ce qu'on peut aider le SIAM dans différents temps. D'abord sur des approches très concrètes dans la première année de notre partenariat et ensuite au fur et à mesure sur un peu plus d'ambition. Et du coup, si vous le voulez bien, on va passer à la partie calendaire. Vous avez vu que le projet s'espace sur 3 ans. On a voulu penser dans une première année, dans un premier temps, l'état de l'art en préambule où nos ingénieurs vont effectivement collecter des données sur place, sur le site qu'on vous a montré en photographie au SIAM, pour pouvoir poser des mesures sur les enjeux thermiques, sur les enjeux énergétiques et sur les enjeux des usages dans les équipements déjà présents au SIAM. On aura donc l'étude de configuration des lieux du SIAM même, s'interroger sur le caractère représentatif de la problématique et transposable au-delà des propres infrastructures du SIAM. Ça, c'est un point extrêmement important qui était dans le cahier des charges du SGPI et de la Banque des Territoires, pensé pour un cas d'usage très concret, mais ensuite industrialiser les conclusions qu'on en tire pour d'autres acteurs et pour l'ensemble du monde de l'événementiel artistique et culturel qu'on peut effectivement aider par cela. Donc dans cette toute première phase et cette première année, on va réaliser ce qu'on appelle des plans de monitoring. On va poser des capteurs un peu partout sur les infrastructures du SIAM et on va aller progressivement vers la rédaction d'un cahier des charges qui servira ensuite d'autres objets et d'autres infrastructures que les seules infrastructures du SIAM. La deuxième phase du projet, qui est représentée par la phase 2 et par le début des phases 3 et 4, c'est vraiment poser l'ingénierie et les outils comme des facteurs de solution des différents éléments posés dans le cahier des charges. Donc ça voudra dire identifier et interroger la pertinence des solutions technologiques matures pour pouvoir aider l'amélioration de l'existant. C'est ce qui se cache derrière le terme un peu barbare de mode rétrofit. Ce sera de concevoir des équipements pilotes dans cette approche, mener des campagnes de mesure sur cet équipement sur site du SIAM, de quantifier numériquement les gains escomptés aux différents temps du projet et de construire des modèles informatiques qui vont là aller interroger des concepts un peu plus scientifiques et un peu plus pointus de thermofluides en 3D, l'interrogation de certains logiciels Fluent Design Builder pour réaliser des analyses approfondies de confort et des études un peu plus systémiques sur quels sont les bons logiciels de représentation pour pouvoir penser la consommation, réaliser les premières maquettes numériques des plans de l'installation des dispositifs pilotes sur le site du SIAM et la définition de l'instrumentation des mesures et des campagnes d'essai qu'on sera amené effectivement à tirer. Le troisième temps, ce qui sera donc
du coup plutôt dans la dernière année et propre aux phases 3 et 4, ce sera comment penser l'usage de la R&D dans l'émergence de solutions technologiques viables pour d'autres acteurs. Comment est-ce qu'on pourra aller plus loin en matière de production de chaleur sur ce type d'infrastructure, de distribution de chaleur dans les structures éphémères, repenser la géométrie des structures éphémères qui sert effectivement au monde de la culture, les matériaux utilisés, Chloé le disait juste avant, et comment est-ce qu'on peut imaginer aussi la maîtrise des évolutions normatives qui vont se penser en même temps que ce projet au temps assez long. Donc on sera toujours sans cesse dans la synchronie et la diachronie temporelle qui se résumera par le pragmatisme de délivrer une solution qui marche pour le SIAM avec l'effet de rêve sur le plus long terme pour pouvoir aider et accompagner l'ensemble du secteur. On est très fiers et très heureux d'être à vos côtés, mais aussi aux côtés de tous nos partenaires institutionnels sur le projet. J'ai une petite pensée pour Grégory, Jean-Luc, qui sont aussi aujourd'hui représentés par Stéphane et Laurent à l'initiative du projet, qui vous aident au quotidien et qui représenteront d'ailleurs notre groupe dans 3 jours à Marseille, quand on sera encore plus en local. Je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup. Vous voyez, donc on n'a pas totalement le même vocabulaire. Mais c'est tout l'intérêt de ce genre de collaboration, c'est leur précision, la technicité et puis nos capacités à fédérer des écosystèmes qui sont très différents. Et ce projet va se nourrir énormément de ça. Alors évidemment, aujourd'hui, on démarre à 2. Enfin, en tout cas, dans ces 2 partenaires historiques de ce projet, mais on ne le fera pas tout seul. C'est un projet qui a vocation à être partagé. C'est un projet aussi d'intérêt général. Et donc, ces 2 moments, effectivement, merci Jean-Baptiste de le rappeler, on a tenu à faire un événement à Paris et un événement à Marseille, puisque c'est aussi un projet qui émane d'un territoire, qui émane du territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui va s'y nourrir. On servira de prototype, de cobaye de ce projet. Et donc c'était important pour nous d'y engager des acteurs du territoire pour d'autres types d'expertise. Mais donc ces 2 T0 marquent aussi le moment où on va commencer à chercher à ouvrir ce projet à d'autres, à notre écosystème culturel, circassien et au-delà. On a déjà eu plusieurs contacts de la Villette, d'agglomérations, de partenaires, de réseaux auxquels on appartient, qui sont intéressés par le fait de réfléchir ensemble à ce sujet. Et on est beaucoup plus fort quand on est ensemble. Donc cet écosystème-là, culturel, circassien, l'écosystème économique aussi, notamment du territoire provençal, il y a des compétences précises, très spécifiques, des cerveaux bien faits qui peuvent venir rejoindre le projet pour le nourrir, d'autres idées, d'autres perspectives. Donc on va voilà, à partir d'aujourd'hui, on ouvre ce projet à d'autres partenaires, des collectivités, des acteurs culturels de toute taille. C'est vraiment un projet qui a vocation à être partagé. Et donc, comment embarquer dans cette aventure-là? D'abord, si vous avez une expertise autour de ces thématiques ou que vous avez vu faire ou que vous avez entendu parler d'expérimentation, on sera tout à fait preneur. On ne va pas réinventer la roue. On pourra justement se poser sur les épaules des géants pour faire notre pas à nous. Et donc, gravissons ensemble cette première montagne de choses qui ont déjà été faites. Il y a eu énormément de belles expériences depuis déjà des siècles. Et donc, on ira plus loin à partir de ça. On a retrouvé une vieille étude thermique d'un théâtre qui datait des années 1800. Donc, voilà, comme quoi c'est un sujet qui pose problème depuis longtemps. Ensuite, c'est un projet qui a vocation à résonner. Qui doit résonner dans sa conception aujourd'hui, mais aussi dans l'essaimage de ses résultats pour que ça puisse servir un maximum.
Donc voilà, pour embarquer dans ce projet, il y a 3 possibilités. Soit vous pensez que votre expertise ou vos proches expertises peuvent nourrir le projet et vous êtes les bienvenus. Soit vous avez la capacité de nous accompagner financièrement à déployer un prototype plus précis, puisque on en parlait il y a quelques instants, malgré tout, le financement reste une capacité d'avancer plus loin. Donc plus on trouvera de possibilités de financer, refinancer des prototypes plus pointus, plus on sera fort pour arriver à une solution précise. Et puis enfin, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, eh bien vous pouvez toujours quand même faire savoir ce projet, puisque autour de vous, il y a forcément des gens qui ont et l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, et qu'ensemble, voilà, on y arrivera. Je voulais vous remercier tous d'être là, d'entendre ce projet, par avance de tout ce qui va se faire avec ce projet-là, parce que je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Il nous a déjà beaucoup surpris, et les uns et les autres. Mais voilà, et un grand merci à tous les partenaires qui nous permettent aujourd'hui d'être là. Merci au CESE de nous accueillir et un grand merci aux partenaires qui ont soutenu ce projet, auquel je vais laisser la main puisqu'ils vont pouvoir nous expliquer pourquoi et comment ça vient résonner avec ce qu'ils souhaitaient porter et comment... Aujourd'hui, le SIAM et ce projet vers un éphémère durable s'inscrit dans des politiques qui nous dépassent, et heureusement qu'elles nous dépassent. Je vais laisser la parole à Fabrice Casadebé, secrétariat général pour l'investissement. Merci beaucoup Chloé, bonsoir à tous. Merci beaucoup au Conseil économique, social et environnemental de nous accueillir ce soir dans ce très bel endroit. Je suis très heureux d'être parmi vous pour le lancement de ce projet qui cherche, on l'a dit, à concilier l'éphémère et le durable. Et on voit donc qu'on se situe tout de suite à un haut niveau d'ambition à la fois philosophique et très concrète. Si vous m'y autorisez, je voudrais dire quelques mots sur le programme France 2030 qui soutient ce projet. France 2030, c'est l'héritier de la démarche du grand emprunt et des programmes d'investissement d'avenir. Et cette démarche a été précédée par un rapport transpartisan signé par Alain Juppé et Michel Rocard. Et l'idée centrale de ce rapport, qui est toujours d'une brûlante actualité, je trouve, c'était de nous dire, et les deux anciens premiers ministres le faisaient alors, qu'il fallait que nous nous arrachions à la tyrannie du court terme. Et dans ce lieu où se pensent les mutations sociales, sociétales, environnementales à long terme de notre pays, je crois que c'est un beau message. Annoncé par le président de la République à l'automne 2021, France 2030, c'est 54 milliards d'euros pour préparer la France aux défis de l'avenir, avec 2 priorités transversales, la décarbonation de notre économie et l'émergence de nouveaux acteurs. Et on voit qu'on est déjà avec ce projet au cœur des 2 priorités de ce programme. Le programme comprend une dimension transversale qui cherche à mettre notre pays aux meilleurs standards internationaux en matière de recherche, d'enseignement supérieur et de soutien à l'innovation, et aussi 10 verticales thématiques où on a essayé d'identifier les secteurs les plus stratégiques pour notre économie. Et sur ces 54 milliards d'euros, 1 milliard d'euros est consacré à la culture et aux industries culturelles et créatives. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme dans France 2030 ? Ça recouvre 14 sous-secteurs qui ont tous en commun l'excellence du geste créateur. On retrouve aussi bien la musique et le spectacle vivant, les musées et le patrimoine, l'architecture et le design, les métiers d'art et la création de mode, les arts visuels et le cinéma, l'audiovisuel et le jeu vidéo, l'édition et la presse. Donc c'est extrêmement vaste. En quelque sorte, c'est l'ensemble du champ culturel qu'on appréhende du point de vue de l'économie, avec donc une attention particulière à la fois aux questions de financement et aux modèles de production, de diffusion et de distribution. Ces ICC, et aussi bien Chloé que Jean-Baptiste l'ont dit tout à l'heure, sont à la fois essentiels dans nos vies personnelles et stratégiques pour notre pays et pour notre économie. Essentiels bien sûr dans la vie de chacun. La culture, c'est le rapport à la beauté, c'est le rapport à notre humanité, c'est à la fois ceux qui nous relient et ceux qui nous élèvent. La ministre de la Culture, Rachida Dati, rappelle le pouvoir d'émancipation formidable que recèle la culture, et c'est, je crois, une belle définition.
Au-delà de ce caractère essentiel dans nos vies à chacun, c'est aussi un secteur qui est stratégique pour toute notre économie. C'est 2,3% du produit intérieur brut, autant que l'industrie agroalimentaire, 2 fois l'industrie automobile. C'est un secteur fortement contributeur en emploi. Les 150 000 entreprises qui le composent emploient 640 000 personnes directement, 1,3 million indirectement. Et on voit tout de suite, quand on fait le ratio, une spécificité très forte du secteur, son caractère très limité, avec le plus souvent dans des structures de petite taille, qui engendrent parfois une difficulté à mobiliser des moyens pour financer l'innovation et à définir finement une stratégie en la matière et à pouvoir la mettre en œuvre. C'est aussi un secteur qui est fortement contributeur à la croissance, 7% de croissance en moyenne, et au commerce extérieur. C'est stratégique pour notre économie, c'est évidemment stratégique aussi pour notre pays, avec des enjeux de cohésion sociale et territoriale qui sont très forts autour de la culture. Et puis c'est enfin l'excellence française, une clé de notre influence à l'international, un secteur où notre primat, si j'ose dire, est spontanément reconnu. Donc il faut toujours appuyer sur les secteurs d'excellence. C'est pourquoi ce secteur a été particulièrement identifié pour bénéficier du soutien de France 2030. Comme je le disais, c'est 1 milliard d'euros qui sont consacrés à ce volet culture dans le plan. C'est un effort de l'État qui est à la fois sans précédent historiquement et je crois sans équivalent dans le monde. On a 2 outils pour le mettre en œuvre. D'abord, une stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives qui va chercher à accompagner la transition numérique et écologique au sein de la filière, donc on est au cœur du projet, mais aussi à renforcer le soutien à l'export, la présence dans les territoires et une plus grande structuration du secteur, dans une démarche de soutien à l'innovation, principalement sur la stratégie d'accélération. Et on a d'autre part un objectif culture de France 2030 qui vise à mettre notre pays en tête de la production des contenus culturels de demain, où là il s'agit d'affirmer des enjeux de souveraineté culturelle et de faire émerger des pépites parmi les entreprises culturelles. On agit aussi bien dans ce domaine dans le champ du cinéma, de l'animation et du jeu vidéo avec la grande fabrique de l'image, et dans le champ de l'immersif culturel et des métavers d'autre part. C'est une démarche collective qui est impulsée directement par le Premier ministre, coordonnée pour son compte à Matignon par le Secrétariat général pour l'investissement. Elle associe au premier titre, évidemment, le ministère de la Culture, qui est le chef de file interministériel de cette démarche. Mais on travaille aussi avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, bien entendu le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et pour ce qui nous occupe aujourd'hui, également avec le ministère de la Transition écologique, qui est très actif évidemment sur tout ce volet du plan. Il y a un collectif du gouvernement, il y a aussi un collectif de l'accompagnement. On essaie autour de nous de travailler avec des opérateurs qui sont les meilleurs spécialistes du financement et de l'accompagnement des entreprises. On travaille aussi bien avec BPI France qu'avec l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles, l'IFSIC, qu'avec Business France et avec l'Institut français pour notre programme ICC Immersion, et bien entendu avec la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, qui est l'opérateur de la plus grande partie de nos dispositifs du volet culture de France 2030, puisqu'on travaille avec eux aussi bien sur la billetterie culturelle que sur les expériences augmentées du spectacle vivant, la numérisation du patrimoine et de l'architecture, les pôles territoriaux des ICC, les enjeux de formation, la grande fabrique de l'image et bien sûr les dispositifs successifs que nous consacrons aux alternatives vertes dans la culture. Collectif du gouvernement, collectif des opérateurs, on cherche aussi à rassembler le collectif des ICC et à faire travailler ensemble toutes ces ICC françaises, ces 14 sous-secteurs que j'évoquais tout à l'heure, qui restent bien souvent dans leur couloir, qui n'ont pas toujours conscience de former une filière économique et d'être confrontés aux mêmes défis. Et c'est aussi une manière pour nous de raisonner en termes de filière, de faire travailler ensemble des acteurs publics, des acteurs privés, des créateurs et des apporteurs de solutions technologiques. On voit encore une fois qu'on est au cœur de cible avec le projet qui nous rassemble ce soir. On travaille avec des procédures ouvertes, des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. On en appelle à des jurys indépendants. Je voudrais d'ailleurs saluer Monique Barbarou qui a été la présidente efficace et brillante de ce jury et qui se souvient, j'en suis sûr, de l'audition du projet il y a quelques mois maintenant. Et donc, effectivement, c'est dans ce cadre que le projet pour un éphémère durable a été soutenu, dans le cadre de la première saison de notre appel à projet Alternatives vertes dans la culture, un dispositif qui se prolonge aujourd'hui avec une deuxième saison. On va annoncer dans quelques jours, quelques semaines, les lauréats de la première vague de cette seconde saison.
Ici, vous êtes peut-être dans les starting blocks pour vous présenter. Vendredi, c'est la deuxième vague pour déposer sa candidature et il y aura une troisième vague à la fin de l'année, le 31 décembre. Dans ces dispositifs, on cherche à la fois des solutions concrètes de décarbonation de la culture. Et dans cette deuxième saison, on a ajouté par rapport à la première saison où le projet éphémère durable a été désigné comme lauréat, des questions de bilan carbone pour les filières qui n'en sont pas dotées et aussi des dispositifs de formation continue pour accélérer la conversion des équipes aux nouvelles solutions décarbonées. L'enjeu de la transition écologique du secteur culturel est majeur. Je laisserai Karine détailler dans un instant la stratégie ministérielle en la matière qui est très nourrie. Ça concerne aussi bien la mobilité des publics, l'éco-conception des productions, les questions de cycle de vie, les questions énergétiques. Plusieurs de ces sujets sont réunis là encore dans le projet qui nous rassemble ce soir. Et puis pour les productions temporaires dans la culture, aussi bien les expositions muséales ou le spectacle vivant, la question est majeure. Comment inclure la vision du durable dans les productions éphémères ? C'est exactement la question posée par le projet qui nous rassemble encore une fois ce soir. Parce que la question est éminemment complexe, parce que nous n'avons pas les réponses, même si nous voyons bien l'urgence à ce qu'elles soient apportées, nous voulions, au travers de cet appel à projet, faire un appel aux bonnes volontés, aux esprits créatifs, susciter un jus de crâne, si je puis me permettre cette expression, pour que nous arrivions à des réponses là où nous avons, à ce stade, essentiellement des questions. Par hasard, j'ai vu un peu l'évolution du projet, pas forcément depuis son origine, mais depuis des phases d'anticipation. En tout cas, je me souviens des premiers échanges avec Chloé lors d'une réunion de l'organisme d'intérêt régional, l'OIR, à Marseille, sous l'égide du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une structure qui s'efforce d'accompagner les initiatives les plus prometteuses sur le territoire de la région Sud en matière d'innovation dans la culture. Et nous étions venus avec Maud, d'ailleurs, pour présenter tout notre programme d'action sur France 2030. Et je me souviens d'une discussion après, en me disant « ce projet est très intéressant ». Je me souviens ensuite très bien de l'audition devant le jury, et je crois que Monique s'en souvient aussi, et les experts indépendants qui avaient été particulièrement séduits par le projet et ses porteurs lors de l'audition. On voit toujours beaucoup de choses dans le court temps d'une audition et au-delà de la grande pertinence, on devrait dire de la nécessité du projet lui-même. Ce jour-là, on avait vu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie et une immense capacité à fédérer. Et on a vu aussi à la fois la sincérité dans l'engagement et la force de conviction. Une des grandes chances du métier que j'exerce aujourd'hui est de croiser des personnes extrêmement positives qui n'en restent pas au constat qui inhibe ou aux lamentations stériles, qui veulent agir, qui ont l'esprit d'entreprise, la vision, la capacité de projection. C'est, je crois, très précieux pour notre pays. Cette énergie est contagieuse et cela donne beaucoup d'espoir pour la suite. Bravo donc à Chloé pour sa ténacité. Marie-Claire évoquait tout à l'heure l'opiniâtreté, je pense à la ténacité. Bravo à Capgemini de soutenir fortement cette démarche et pour son engagement. J'adresse vraiment tous mes vœux les plus chaleureux pour le plein succès de la démarche. On attend avec impatience les résultats concrets qui viendront à l'issue. Et je sais qu'on n'est pas les seuls, que de très nombreux acteurs culturels dans beaucoup des champs, des 14 sous-secteurs que j'évoquais tout à l'heure, sont aussi très attentifs aux résultats qui pourront émerger. Donc, sans pression aucune, vous êtes particulièrement suivis. Quelques mots pour conclure. Merci de votre engagement à tous. On a cité Hugo tout à l'heure, c'est Sénèque qui disait qu'il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait dans quel port il veut arriver. Je sais que vous avez une idée très précise de la destination. Je sais que vous allez, dans les prochains mois, dans l'échange et le dialogue avec tous les partenaires du projet, pouvoir affiner le cap et pour arriver à bon port. Je vous souhaite bonne chance et bon vent. Merci beaucoup de cette pression et de ces mots. Effectivement, je me souviens très bien vous avoir alpagué à la sortie de cette réunion en me disant est-ce que vous pensez que c'est possible ? Parce que je suis fondamentalement convaincue qu'on en a besoin, mais est-ce que vous pensez que nous, à notre échelle, à notre endroit, on peut le faire ? Moi, je pense pouvoir convaincre Altran. Ça, c'est ma partie. Mais est-ce que vous, derrière, vous allez pouvoir suivre
et de cet échange très enthousiaste, je pense que est née l'énergie de porter ce projet par la suite. Effectivement, Fabrice Casadebé a été assez catégorique sur le fait que c'était possible. Ça ne voulait pas dire que c'était fait, mais c'était possible. Et donc voilà, on est aussi là grâce à vous. Et effectivement, on a eu un jury très exigeant, dont je me souviens très bien, qui nous avait posé moult questions, et où on était avec Grégory, qui est aussi dans la salle, et on avait défendu avec nos deux visions ce projet auquel on croyait profondément. Et cette exigence du jury, pour moi, elle est aussi très importante parce que réussir à l'issue d'un jury comme celui-là, on ne nous avait pas prévenu de l'ampleur du jury, hein, personne ne le savait. Et dans le couloir, on a quelqu'un qui est sorti en disant « quand même, ils sont nombreux ». Et on a su donc 1 minute avant de rentrer dans la salle qu'il y avait le ministère de la Culture, le ministère de la Transition écologique, celui de Bercy, le secrétariat général pour l'investissement, plus des gens hyper qualifiés qui n'étaient pas de ces étiquettes-là mais qui venaient juger le projet. Ça a été un peu... voilà, ça allait que c'était juste au moment de rentrer dans la salle. Et avec Grégory, on s'est dit, on y va, on le présente, on y croit. Et voilà, aujourd'hui, on est là. Donc, merci pour l'exigence du jury, parce que c'est aussi la valeur de ce projet. Et merci pour le soutien. Et effectivement, donc, ce projet nous lie aussi au ministère de la Culture. Et c'est pour ça qu'on est très contents et très heureux de partager ce moment-là avec vous ce soir. Et donc, j'accueille Karine Duquesnoy, qui prendra la parole au nom du ministère de la Culture. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Et je suis là en tant que haute fonctionnaire transition écologique et développement durable, mais représentant évidemment les différentes composantes du ministère de la Culture qui sont très engagées aussi autour de ce projet. Et puis vous dire juste quelques petits mots. Alors d'abord, on vient de parler d'Alternative Verte. Alternative Verte pour le ministère de la Culture, c'est le programme qui est à 100% dédié à la question du financement de l'innovation et de la recherche dans la transition écologique. Et c'est une chance avec nos partenaires du SGPI, avec nos partenaires de la Caisse des dépôts, de pouvoir avoir ce programme. Et avec évidemment, alors le jury, c'est fondamental parce que dans toute cette énergie et cette synergie, c'est mettre en commun des compétences, des bonnes volontés, des enthousiasmes. Je pense que c'est ce que nous partageons toutes et tous, c'est vraiment cette envie de faire, cette envie de construire et non pas cette envie d'être passif et d'attendre un inéluctable qui serait celui de la crise climatique, de la crise des ressources, de la crise de la biodiversité. Ces crises-là, c'est une réalité. Eh bien, ce que l'on porte et ce que portent les lauréats d'Alternative Verte et ce que porte ce projet notamment, eh bien, c'est de dire la difficulté existe, le problème existe, nous allons trouver des solutions ensemble. Donc c'est vraiment une façon de pousser, de conduire l'action publique qui est extrêmement motivante, je pense, pour toutes et tous. Ça, c'est vraiment un sujet majeur et Fabrice a rappelé le calendrier. Vraiment, si des projets émergent jusqu'au 31 décembre, ils sont les bienvenus parce que même si le jury ensuite a des jours d'audition pour rencontrer les très bons porteurs de projets, eh bien c'est un enjeu fort pour nous de voir un petit peu tous les secteurs se positionner et être porteurs d'innovation. Et lorsque le SIAM a porté un projet, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant alors à 2 titres. Alors évidemment, on a parlé chauffage au fioul, hein, le fioul, voilà, le principal émetteur de gaz à effet de serre quand on parle de système de chauffage. Donc on voit tout à fait, c'est polluant, c'est bruyant, c'est très visible et en plus cela coûte très cher aux structures culturelles. Mais aussi cela venait du SIAM, venait du secteur du cirque. Le cirque et notamment le cirque de création tel qu'on le porte en France, enfin en Finlande aussi d'ailleurs, mais je crois que le vrai premier cirque de création il est
il est français. C'est un lieu d'expérience, de proposition, de construction, d'écriture spectaculaire, et de voir finalement le secteur du cirque se positionner aussi comme un acteur de l'innovation sur des sujets sur lesquels on ne l'aurait peut-être pas attendu. C'est pour nous, ministère de la Culture, aussi un vrai sujet de satisfaction, et dans le panel des projets qui sont portés au sein d'Alternatives Vertes, eh bien, nous sommes très heureux lorsque nous voyons arriver un projet patrimonial, un projet d'audiovisuel, un projet de production cinématographique, lorsque nous voyons tous les acteurs du champ de la culture être force de proposition et force de création de solutions pour la culture, et pas seulement. Et merci à Capgemini de s'intégrer dans cette envie d'innovation et dans cette capacité surtout de faire, parce que l'innovation, nous en attendons des résultats concrets, puisque nous sommes dans un projet qui pourra servir évidemment les arts du cirque, mais on l'a vu, tout le champ de l'événementiel, et puis sans doute d'autres secteurs. C'est un point qui, dans les dossiers Alternatives Vertes, est vraiment souvent très intéressant, de voir que l'on part d'un sujet, et cette innovation, elle pourra irriguer bien au-delà du secteur initialement porteur, et bien au-delà même de la culture. Et c'est une thématique qui est très forte pour nous, puisque nous pensons que la culture, évidemment, a la capacité de changer le monde, sinon nous ne serions pas là. Et ce qui me conduit au troisième point, à comment ce projet et comment ces dossiers Alternatives Vertes s'inscrivent dans notre stratégie ministérielle pour la transition écologique, qui s'est traduite notamment par la publication d'un guide d'orientation et d'inspiration. Donc vous voyez, nous sommes dans la même ligne. On oriente et puis on s'inspire de tout ce qui existe, de tout ce qui se fait, parce que par définition, ce n'est pas dans un bureau, ni rue de Valois, ni aux Bons Enfants, ni dans un bureau du ministère que l'on va trouver toutes les solutions. C'est avec l'ensemble des acteurs du secteur, c'est avec l'ensemble des directions métiers du ministère, des DRAC évidemment, des directions régionales des affaires culturelles, que des solutions et des idées vont émerger. Et donc cette question et ces projets, donc dans notre guide d'orientation et d'inspiration, eh bien, nous posons des sujets transversaux. La décarbonation, c'est un sujet assez communément admis, mais c'est un point transversal assez fondamental. Nous posons les questions de formation. On rejoint là les préoccupations de France 2030, de comment embarquer, comment former, comment informer sur les questions de transition écologique. D'ailleurs, dès les formations initiales, c'est un de nos grands chantiers, de faire bouger les référentiels des diplômes délivrés au sein du ministère de la Culture. Si on veut demain que toutes et tous soient impliqués sur les questions de transition écologique, eh bien cela veut dire que nous commençons aussi par former et par porter des changements dans la formation des futurs professionnels. Troisième sujet, les questions de financement. Et c'est là que l'on retrouve Alternatives Vertes, qui est vraiment un de nos sujets majeurs, et vraiment de financement 100% transition écologique. Et puis ensuite, 5 grands axes. Et avec ce projet, on rejoint complètement toutes les questions de produire autrement, qui est également un sujet que porte la Direction générale de la création artistique, sur produire autrement, mieux produire, mieux diffuser, également sur des pactes d'engagement qui sont attendus des structures culturelles. Donc on répond complètement à cette dynamique. Et puis dans les 5 axes de travail que nous avons autour des sujets du numérique, autour des questions de la conservation, des questions évidemment de l'architecture et du patrimoine, mais aussi un axe extrêmement important, celui de la mobilité des publics. Eh bien, là, on voit le sujet avec le projet du SIAM d'une façon extrêmement intéressante, qui est d'apporter la culture partout sur les territoires, puisque le public peut se déplacer, mais la culture aussi peut se déplacer. Et je pense que c'est un objectif que la ministre a rappelé récemment. La culture, elle doit aller au plus près des gens, au plus près des publics. Et ce projet, pour accompagner justement des formes itinérantes de culture et le permettre de le faire dans le respect des exigences environnementales, et puis également dans le cadre d'une économie qui est soutenable pour ces acteurs, eh bien cela rejoint complètement nos problématiques et les sujets que
que nous portons. Donc c'est un projet qui nous enthousiasme beaucoup, mais avec évidemment beaucoup d'attentes. Nous aimerions, nous, déjà pouvoir aller dans des chapiteaux dans lesquels nous avons des solutions innovantes de chauffage, mais c'est vraiment un projet que nous allons suivre avec beaucoup d'attention, mais comme tous les lauréats d'Alternatives vertes, parce que chacune et chacun est vraiment porteur d'une innovation et d'une démonstration que la culture, c'est quelque chose d'essentiel à nos vies, mais c'est aussi quelque chose qui construit dans nos vies pour toutes et tous. Donc voilà, bravo à Chloé et à ses partenaires, et donc à très bientôt pour les premiers retours, les premiers résultats. Donc tous très impatients, et bravo. Merci beaucoup. Effectivement, on a tous très envie de savoir. On va quand même garder un temps un peu plus long pour se permettre de ne pas arriver à des solutions évidentes et de laisser creuser, laisser émerger des pistes un peu plus, en tout cas, inattendues. Prendre le temps, la recherche, ça prend du temps. Et vous le disiez, on est très attendu, on le sait, mais on sera vigilant à garder cette dynamique et à creuser les sujets avant de trouver une solution. Donc voilà, il va falloir attendre 3 ans avant d'entrer dans ce chapiteau chauffé différemment. Mais on espère qu'au bout du bout, on aura vraiment ancré quelque chose qui va transformer. Et je résonne parfaitement avec cette idée que le cirque a la capacité, la culture, mais le cirque et le cirque contemporain ont la capacité de transformer des vies, de transformer le monde. Je ne serais pas là sans avoir passé par hasard la porte d'un chapiteau alors que je faisais des études d'ingénieur. Et grâce à un pass culture, par ailleurs, je suis entrée sous un chapiteau et j'ai découvert cette discipline absolument fabuleuse et qui a la capacité de porter les imaginaires à des endroits troublants, étonnants, bouleversants. Et je crois beaucoup à la force du cirque dans la capacité de nous mettre ensemble. On a besoin d'être ensemble en ce moment de plus en plus. Et donc, pas uniquement dans les temps tempérés, mais aussi dans les temps et dans des territoires où il fait moins beau qu'à Aix-en-Provence et où on va pouvoir aussi diffuser ce projet. Pour accueillir notre dernière partenaire, je voudrais rappeler l'énergie qui est venue de la rencontre entre tous les lauréats de France 2030. Qui a eu lieu au mois de juin dernier, qui était aussi un moment extrêmement enthousiasmant de se dire qu'on n'était pas tout seul et qu'on était en fait beaucoup d'énergie sur tous les territoires, de gens qui avaient envie de changer les choses et que certains pouvaient nous rassembler, avaient la magie de nous repérer et de nous rassembler. Et voilà, et dans ce cadre-là, je voudrais aussi remercier quelqu'un qui se cache dans le fond de la salle, c'est Gilles Dufaux, que j'ai eu la chance de croiser un petit peu avant ou un petit peu après Fabrice Casadebé, à qui j'ai posé la même question. Franchement, tu crois que c'est possible un jour de présenter ce gros truc alors que nous, on est tout petits? Et qui m'a dit aussi d'y aller, de faire les choses du mieux possible et que parfois on pouvait y arriver. Et donc voilà. Et ensuite aussi un grand merci à Maud qui a œuvré fort à faire que ce projet émerge. Je crois qu'on y a tous cru et il a fallu beaucoup de ténacité, et cette ténacité elle est partagée et elle est notamment partagée avec Maud. Et donc voilà, je voulais vous remercier et vous laisser le mot de la fin à Maud Franca, donc pour la Caisse de dépôt et consignation. Bonsoir à toutes et tous. Merci Chloé. Écoutez, donc la Banque des Territoires, on est tout à fait ravis d'être là ce soir et tout à fait ravis de pouvoir, vous savez qu'on est en effet, comme l'avait dit Fabrice, un des opérateurs historiques
des programmes des investissements d'avenir sur le champ culturel. On est un des opérateurs aussi principaux, comme tu l'as rappelé Fabrice, de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives de France 2030. On opère à peu près aujourd'hui, on a à peu près 640 millions sous gestion, avec Grande Fabrique de l'Image qui fait 350 millions. Donc ça fait beaucoup. On a lancé plus de 7 appels à projets en 2 ans et demi. Enfin, donc on a beaucoup œuvré ensemble sur ces appels à projets. La Caisse des dépôts apporte différentes expertises sur ces financements, mais également sur justement la transition écologique, sur la transition numérique et également sur toute l'ingénierie territoriale et le développement avec les territoires. On est essentiellement sur ces 4 axes dans la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, et notamment sur la transition écologique. Et donc, on est opérateur de l'appel à projet Alternatives vertes dans la culture. On a retenu 35 candidats. Merci donc à Monique Barbaro, qui a été la brillante présidente de ce jury. Et 35 projets qui, comme tous les appels à projets France 2030, sont des projets qui sont très sélectifs, très exigeants. Et sur ce projet-là, on est particulièrement ravis à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un projet déjà qui bénéficie au secteur du cirque. Et je pense que ça, c'était déjà quelque chose dont on était ravis, parce que c'est un secteur qui n'a pas forcément les mêmes moyens que les autres secteurs. Et comme tu l'as dit, Chloé, finalement, c'est aussi France 2030. On pense toujours que c'est pour les plus gros, mais c'est aussi pour des acteurs comme le SIAM. Et un secteur qui est en plus, certes vieux comme le monde, l'art du cirque, mais qui a su finalement traverser les épreuves du temps. Et c'est un secteur aujourd'hui qui est très dynamique, qui attire beaucoup de jeunes. Peut-être pour ce que vous avez dit, parce que je pense aussi qu'on a besoin, c'est un secteur qui apporte beaucoup de poésie, d'émerveillement, d'enchantement aussi par rapport au monde, et je pense qu'on a beaucoup besoin de ça. Mais aussi parce que c'est un secteur finalement très innovant, qui fait avec ses moyens justement et qui innove beaucoup. Donc on est content pour ça, parce que France 2030 a permis de financer, donner des moyens à ce secteur, mais aussi de faire venir des gens comme la Caisse des dépôts, comme Capgemini, justement, pour travailler sur vos enjeux et au-delà. Donc ça, je pense que c'est déjà une première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est que finalement, c'est aussi cette collaboration exemplaire entre Capgemini et le SIAM. Je pense que ça, c'est aussi l'ADN France 2030, de faire travailler ensemble des acteurs, justement, de faire travailler les acteurs de la culture aussi différemment, puisque c'est vraiment quelque chose qui est important dans France 2030, c'est justement de dire il faut qu'on arrive à travailler de faire travailler de manière beaucoup plus systématique les acteurs de la culture avec les acteurs de l'innovation, mais aussi les acteurs du financement. C'est pour ça que BPI France et la Caisse des dépôts, on est là, parce que quand il faut développer des nouveaux usages, trouver des nouvelles solutions, il faut derrière développer des nouvelles filières, ça veut dire aussi le financement des entreprises. Donc on est vraiment sur toutes les dimensions pour faire progresser ces solutions, ces usages, ces entreprises sur les territoires. Et donc ça, c'est vrai que cette association entre le SIAM et Capgemini, c'est vraiment exemplaire et intéressant, et en tout cas on suivra ça avec grand intérêt. C'est très important justement que des acteurs qui ont déjà des solutions robustes puissent les adapter au secteur culturel, parce que nous, on le voit bien, on finance dans le cadre de France 2030 et dans les activités de la Caisse des projets de transition écologique, des solutions qui ne sont pas forcément pour le secteur culturel. Et ce qui est intéressant justement, c'est que des projets qui peuvent être utilisés uniquement dans d'autres secteurs puissent être adaptés après aux solutions culturelles, parce qu'on a des solutions robustes qui peuvent justement être utilisées pour des usages qui sont massifs et qui nécessitent d'avoir des solutions industrielles. Et c'est pour ça aussi qu'on est particulièrement intéressé que des acteurs comme Capgemini puissent travailler avec vous, parce que derrière, on sait qu'il y a la capacité d'avoir des solutions industrielles qui peuvent répondre à vos besoins, mais qui peuvent aussi se déployer très largement. Et donc, vous l'aviez dit, c'est une centaine de structures qui vont être impactées, de cirques qui vont être impactées par ce projet en France, mais au-delà, après, d'autres secteurs, donc la mode, le sport, l'événementiel. Et c'est vrai que des chapiteaux verts, en fait, c'est des solutions qui sont de plus en plus pertinentes pour les raisons que vous avez citées, parce que ça permet aussi finalement d'amener la culture dans des endroits qui sont plus éloignés, et notamment dans les territoires ruraux. Donc c'est quelque chose qui va être de plus en plus aussi pertinent dans l'avenir. Et puis enfin, pour finir, c'est vrai que c'est aussi
c'était un projet qui nous a vraiment enthousiasmés, en tout cas Banque des Territoires, parce que ça s'inscrit complètement dans les enjeux stratégiques de la Caisse des dépôts, la transition écologique, c'est une action, c'est l'activité, ça va être vraiment un des axes stratégiques majeurs de nos actions sur les 5 prochaines années. On investit plus de 100 milliards là, sur la transition écologique. Et puis le deuxième axe qui est la cohésion sociale des territoires, et là je pense qu'on est au cœur aussi du sujet, hein, vous en avez bien parlé, c'est vraiment comment finalement on peut amener la culture dans les territoires, et notamment ceux qui en sont les plus éloignés. Et c'est vrai que les solutions telles que vous allez les concevoir, elles vont être très pertinentes pour ça. Et si ça peut apporter justement aussi être exemplaire dans les nouveaux modes de comportement qu'on doit tous maintenant acquérir, voilà, je pense que c'est en tout cas des choses qu'on va regarder aussi de très près avec cet enjeu, nous, qu'on va avoir de suivre et d'évaluer évidemment l'ensemble des programmes. Donc maintenant, on arrive à la sélection, c'est une chose. Après, il y a le projet et puis il y a son suivi. Donc je remercie aussi chez nous Noémie Gély qui est responsable de cet appel à projet, de l'ensemble des projets de transition écologique dans le secteur culturel à la Banque des Territoires. Et donc, c'est vrai que c'est important en tout cas. Et donc, on va suivre ces projets de très près. On va pouvoir aussi évaluer. Et pour nous, surtout, ce qui est important côté Caisse des dépôts, c'est évidemment le passage à l'échelle et l'industrialisation. C'est donc comment, d'un projet, on peut aussi industrialiser et les solutions pour l'ensemble du secteur culturel. Voilà, merci beaucoup. On suivra donc avec beaucoup d'intérêt ce projet. Et donc, bonne chance à tous. Pas de pression du tout. Merci pour votre exigence, merci d'avoir suivi ce projet. Effectivement, on vous donnera des rendez-vous réguliers pour vous informer de ce qui se passe. Avant ça, je vais donc refaire un appel si vous avez autour de vous des structures, des partenaires, des sachants que vous pensez utiles au projet, n'hésitez pas, envoyez-les nous, faisons ce projet ensemble. On ne préjuge pas d'une solution, donc toutes les possibilités sont ouvertes. Voilà, donc on a ouvert une petite adresse email éphémère durable @siam-x.com à laquelle vous pouvez nous envoyer toutes vos idées et toutes vos envies. On essaiera d'embarquer tout le monde et on essaiera d'être au rendez-vous de ces enjeux et de cette évaluation, puisque évidemment cet argent est notre argent à tous et donc il faut en faire quelque chose de correct. En tout cas, vous êtes les bienvenus au SIAM avant ça si vous souhaitez découvrir ce secteur circassien à qui on a porté tant d'amour ce soir. Et puis vous serez informés donc des suites de ce projet, en espérant que cette aventure nous emmène dans des endroits surprenants. Et nous ne serons pas un goulot d'étranglement pour l'essaimage de cette solution. Nous ne sommes pas industriels de chauffage, mais nous trouverons avec nos partenaires des solutions pour faire que ces tuyaux puissent se développer un peu partout, en France, en Europe, ailleurs. Qui sait, si la solution est belle, elle aura la place un peu partout. Voilà, on a peut-être prouvé ce soir que le cirque a la possibilité, à son échelle, de changer le monde. Et c'est quand même déjà une super belle première conclusion. Et maintenant, je vous invite à prendre un verre, à vous rencontrer, puisqu'il y a dans cette salle de très belles énergies, très diverses. Et ce sera déjà le premier pas de ce nouveau projet. Et pour ceux qui ont des amis, collègues, intérêts à Marseille, nous serons à Marseille jeudi, à la préfecture de Marseille, pour présenter aussi ce projet et fédérer des énergies du territoire autour de ce projet. Un grand merci à tous et puis une bonne soirée.